Comment ça se fait qu'on met déjà une femme en garde à vue, une réalisatrice en garde à vue hier soir parce qu'elle a manifesté devant la place Vendôme, devant votre ministère. Elle est en garde à vue et pardon, le pédocriminel, on ne l'avait pas mis en garde à vue. Alors, ça fait partie des questions qui, Ne évidemment... minimisez pas ma question. Non, non, pas du tout. Ça fait partie, évidemment, des questions qui, ce matin, doivent interpeller vos auditeurs, et donc elle est parfaitement légitime. Peut-être dire deux choses. D'abord, pour parler de ces rassemblements, avant d'en venir à cette garde à vue. Que ces rassemblements sont le signe à la fois, je pense, d'une émotion et d'une colère. Je le dis, une émotion qui nous a tous traversés, et je pense, y compris les magistrats, parce que mes collègues aient bien ou mal fait leur travail dans ce dossier. Je pense que personne ne pense que vous avez des magistrats dans ce pays, comme vous n'avez pas de gendarmes, pas de policiers, qui laissent délibérément des pédocriminels dans la nature. Maintenant, le sujet, c'est est-ce que tout le monde a bien fait son travail? C'est pas parce qu'on l'a pas fait volontairement qu'on a forcément toujours bien fait son travail. Et ça, ça sera le sujet de l'inspection qui a été diligentée et qui est en cours. Donc, ces rassemblements, ils étaient légitimes. Et ils disent surtout que nos concitoyens, collectivement, c'était déjà le cas avant cette affaire, mais encore plus avec cette affaire, n'ont plus confiance dans l'institution que je représente. C'est-à-dire 210 rassemblements, 60 000 personnes. qu'il y a une rupture claire entre l'institution judiciaire et le peuple français, ce qui pose une difficulté à mon sens, puisque la seule légitimité qu'a un magistrat à rendre la justice, c'est justement que le peuple français lui délègue ce pouvoir. C'est au nom du peuple français. Tout à fait. Porte-parole du ministère de la Justice. C'est écrit en tête, entre guillemets, de toutes les décisions qu'on rend. Ça peut sembler un peu symbolique, mais c'est pour nous rappeler que toutes les décisions qu'on signe, on les signe en votre nom à tous, et que le jour où vous n'avez plus confiance en nous, et que vous n'acceptez plus de nous déléguer le pouvoir de rendre la justice en votre nom, en vérité, on n'a plus ce pouvoir. Parce que moi, j'ai pas été touché par la grâce un matin, à ma naissance, où on m'a dit toi, tu vas pouvoir juger les autres. La seule légitimité que j'ai à le faire, c'est que collectivement, vous acceptiez que je le fasse en votre nom. Sacha Strobskan, porte-parole du ministère de la Justice en direct sur Europe 1, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une vraie rupture de confiance. Bien sûr, cette rupture de confiance, elle existe. Cette affaire vient la réveiller encore plus. Elle préexistait, puisque ces dernières années, les études le montrent qu'en gros, il y a au minimum un Français sur deux qui n'a plus confiance dans l'institution judiciaire. Donc quand vous avez une personne sur deux qui n'a plus confiance, c'est énorme. De fait, c'est énorme. Je vous cache pas que ces derniers jours, je fais encore plus de plateaux qu'à l'habitude. Je réponds encore plus aux questions des auditeurs, des téléspectateurs, et je me rends bien compte qu'au-delà de la colère, il y a surtout une incompréhension. C'est-à-dire que les gens ne comprennent plus comment on fait, pourquoi on le fait, et quels sont les modes de fonctionnement de l'institution judiciaire. Et je ne le reproche pas aux gens, c'est parce que objectivement, on ne répond probablement pas à leurs attentes, et ce qui est problématique, et deux, surtout, on ne prend même pas le temps d'essayer de leur expliquer comment fonctionne l'institution judiciaire pour qu'ensuite ils puissent se faire un avis éclairé. Évidemment que le but n'est pas de dire qu'on fait tout bien, mais au minimum faire la démarche d'essayer d'expliquer pour que les gens puissent comprendre. Et c'est ce qu'on a vu effectivement en ce moment même, alors que Gérald Darmanin et Laurent Nunez sont auditionnés au Sénat, qu'il y a une certaine pédagogie qui est faite. Mais on a beaucoup de questions à vous poser, Sacha Strobskan, porte-parole du ministère de la Justice dans le studio d'Europe 1, avant d'avoir Frédéric qui nous appelle de Bordeaux. Gabriel Cluzel, nous étions ensemble hier soir à 19h lorsque nous avons vu tous ces rassemblements, lorsque nous avons vu ces Français qui sont sortis de chez eux, ces femmes, ces mères de famille qui se sont dit, moi je quitte mon domicile, mon travail pour venir devant Place Vendôme, par exemple, alors que la manifestation était interdite, ou bien venir devant un tribunal pour dire plus jamais ça. Qu'est-ce que ça vous évoque ce matin? Quel regard vous portez? Il me semble qu'il faut prêter grande attention à ces manifestations parce qu'elles sont de fait nationales. Évidemment, il y avait celle de Paris, mais il y avait toutes ces manifestations locales et qui montrent un sentiment d'indignation générale. Vous voyez, parfois on ne se sent pas légitime à dire les Français. On veut dire oui, une part des Français, on ne va pas parler au nom de tous les Français, mais je crois que là, aujourd'hui, on peut dire les Français. Les Français ont été extrêmement choqués, heurtés, indignés par ce qui s'est passé, au point que des gens parfois très apolitiques, qui n'ont pas l'habitude de manifester, pas des professionnels de la manifestation, sont descendus. J'ai vu aussi que ça transcendait les partis politiques. Ça allait finalement Absolument. de LFI au RN, sans distinction pour ceux qui étaient politiques. Et donc, moi, une personne m'a dit, qui n'est pas habituellement une grande aficionados des Femen, m'a dit ça m'a fait bizarre, là j'étais vraiment d'accord avec elle. Exact. Voilà. Bon, donc quand c'est comme ça une cause qui soulève tout le pays, surtout que notre pays qui est habituellement fracturé, je pense que ça doit attirer
attirer l'attention de tous. C'est vraiment le cœur des parents que nous sommes qui a été bouleversé. Tout le monde s'est vu à la place de ses parents. Le problème, c'est que on a l'impression quand même que c'est pas la première fois. Voilà, qu'il y a eu d'autres alertes, si vous voulez. Que c'est que moi, je pense à l'affaire Lola, pardon. Il y a eu, alors là, la gauche était moins présente parce que elle voulait pas s'occuper de ces sujets-là, mais les OQTF non appliqués, c'est bien le même. Là aussi, il y a un sujet. C'est peut-être l'intérieur plus que la justice, mais il y a un sujet d'État. Moi, je me souviens de deux pères de victimes. Alors, c'était pas des toutes petites filles, c'était des jeunes femmes, mais qui ont été tuées par des violeurs récidivistes. Ils ont été épinglés sur le mur des cons. Je crois pas que le syndicat de la magistrature ait été sanctionné à hauteur de ce qu'il aurait dû. Voilà. Donc tous ces sujets-là, et je ne cite que deux exemples, mais je crois que tous ces sujets-là, il faudrait qu'on les mette sur la table parce qu'il n'y a qu'une trouille, je vais vous dire, je parle trivialement, c'est que ce soit enterré. Dans 2 jours, vous connaissez l'actu, on va passer à autre chose, on se sera agité. La marche blanche, les peluches, les nounours, et puis l'oubli. Les déclarations à l'Assemblée, etc. Et puis ça ne passera rien d'autre. Bonjour Frédéric, vous nous appelez de Bordeaux. Bonjour Christine, et merci de me prendre à l'antenne. Merci. C'est toujours un plaisir. Avec plaisir, partagez. Vous dites que c'est lamentable. Écoutez, d'abord, après une abomination comme ça, parce que c'est le martyre que subit cette petite, j'en suis vraiment comme beaucoup de gens, même qu'on ne connaît pas, on en est plus touché au fond. Quand on entend quand même quelqu'un, un ministre, non, moi je veux bien tout, hein. C'est parce que j'appelle ça, moi, c'est moquer du monde, de dire qu'on va rechercher je ne sais combien de milliers de dossiers en attente en un mois. Non mais ce monsieur, il se rend compte de ce qu'il dit. Ou dire aussi, vous allez voir, les procureurs, je vais leur supprimer les congés. Mais on est où? On est à l'école maternelle, on est où? Mais vous entendez des propos tenus par un ministre, non, surtout le garde des Sceaux. Quel pouvoir a le garde des Sceaux sur le monde des juges? Il n'y en a pas beaucoup. Alors, écoutez, c'est vraiment se moquer du monde. Moi, je pense que ce monsieur devrait prendre des grandes vacances, si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, c'est lamentable. C'est se moquer du monde. C'est se moquer du monde. Se moquer du monde. On sait, quand on voit tout ce qui s'est passé, de toute façon, tous ces criminels, vous savez, jadis, on les mettait avec les droits communs. Comme ça, l'affaire était vite réglée. Et on continue, on va encore trouver des excuses, je suppose, à ce monsieur, hein, bien entendu. Hein. Et puis, comme j'entendais tout à l'heure, on va mettre ça en dessous, le football, et puis en avant. Non, mais l'attitude on espère pas. En tout cas, vous dites effectivement que vous êtes surpris que Gérald Darmanin, ministre de la Justice, fasse cet appel sur tes 70 000 dossiers. Vous n'y croyez pas, c'est ça? On va supprimer les congés de la justice. C'est lamentable. Oui, merci de nous avoir appelé, mon cher Frédéric. J'interpelle tout de suite le porte-parole du ministère de la Justice sur ce dossier. Merci de nous avoir appelé de Bordeaux. Et dans un instant, on a David qui nous appelle de Toulouse. Sacha Strobkan, porte-parole du ministère de la Justice. Vous êtes dans le studio d'Europe 1 lorsque vous entendez Frédéric qui nous appelle de Bordeaux, qui dit que c'est lamentable, qui dit qu'il ne croit pas du tout. Voilà la preuve flagrante sous nos yeux, là, à l'instant, d'un homme qui nous appelle de Bordeaux et qui démontre cette défiance et ce manque de confiance. C'est-à-dire que là, on ne croit même plus le ministre de la Justice. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, peut-être dire d'abord que, évidemment, comme on le disait à l'instant, qu'il y a une émotion et que le rôle du ministère de la Justice et du ministre de la Justice, c'est certes, évidemment, de partager cette émotion suite à ce qui s'est passé, mais c'est aussi de proposer des solutions et de passer à l'action. C'est-à-dire que le rôle d'un ministère et d'un ministre, c'est pas juste de constater un échec, et tout le monde, moi le premier, le ministre également, depuis la fin de la semaine dernière, on parle d'un échec collectif de l'État. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour essayer que ça ne se reproduise plus. Et donc, en urgence, la proposition, en tout cas la demande que fait le ministre de la Justice à l'ensemble des procureurs généraux de ce pays, c'est, on estime qu'il y a 70 000 plaintes de violences sexuelles sur mineurs, c'est-à-dire des crimes et des délits sexuels sur mineurs qui sont actuellement connus de la justice. Ce que demande le ministre, c'est évidemment en 5 semaines, ça n'est pas de traiter l'ensemble de ces plaintes. Personne ne pense qu'on va traiter 70 000 plaintes en 5 semaines. Ce qu'il demande, c'est qu'on passe en revue, par contre, l'ensemble de ces plaintes, qui sont déjà des plaintes connues. Pour voir si elles sont en attente, s'il y en a qui sont en attente. Pour, en fait, faire 2 choses. 1, avoir une cartographie exacte de qu'est-ce que regroupe ce chiffre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des réalités, géographiques très différentes, et donc permettre de mettre les moyens là où il y en a besoin, parce que peut-être que dans certaines cours d'appel, vous avez beaucoup plus de dossiers en attente que dans d'autres. Et la deuxième chose, c'est
c'est aussi d'avoir une cartographie de quel type de faits. Parce que vous pouvez avoir des faits comme ce qui nous occupe depuis plusieurs jours, des enfants qui sont encore enfants et qui a besoin de protéger très rapidement. Puis vous avez aussi, et c'est pas pour autant que c'est moins grave, mais la nécessité de protection n'est pas la même, des adultes qui portent plainte pour des faits qu'on a commis sur eux enfants, 20 ans, 30 ans après. Et donc, évidemment que leur plainte sera traitée, mais la nécessité de protection quand vous avez 35 ans et que vous portez plainte pour des faits est moins urgente. C'est ça qu'on demande. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que cette cartographie, d'ici le 14 juillet, sera faite, c'est de pouvoir mettre la priorité sur les dossiers d'enfants encore enfants pour éviter ce qui s'est passé avec manifestement le dossier de Rosa, c'est-à-dire qu'en gros, on se rende compte que pendant 6-9 mois, vous ayez une absence de mouvement dans un dossier. On verra ce que dira l'inspection, mais ce qui interroge tous vos auditeurs et tous les Français depuis quelques jours, c'est qu'on se rend compte qu'on avait des signaux d'alerte, même plus que des signaux d'alerte, et que pendant 6 à 9 mois, visiblement, on n'a pas été capable de placer cet individu en garde à vue et éventuellement d'arrêter un parcours criminel. Et ce qu'on veut éviter, c'est que dans d'autres dossiers, ça se reproduise. Alors, qu'est-ce que vous répondez justement lorsque on parlait de Rosa, la mère de Rosa, dont la plainte pour viol est restée en attente, et elle a déclaré qu'elle va poursuivre l'État en responsabilité devant le tribunal judiciaire pour faute lourde, pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est fort quand même. Vous, porte-parole du ministère de la Justice, qu'est-ce que vous répondez ? Évidemment, c'est pas à moi de donner une issue à tout ça. C'est que s'il y a une saisine de la justice fera son travail. Non, bien sûr, mais qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est fort quand même. Bien sûr. Ce que ça nous évoque, c'est évidemment le sentiment de tous les Français. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parle d'échec collectif. C'est qu'évidemment, il y a la responsabilité de l'institution judiciaire, il y a éventuellement aussi les forces de l'ordre, peut-être même l'éducation nationale, puisqu'on a parlé de signalement de l'éducation nationale qui n'aurait éventuellement pas été fait. Ce qui intéresse en fait les gens et ce que traduit cette plainte, c'est que les gens ont le sentiment que l'État ne sait pas protéger suffisamment les enfants. Et on peut citer l'exemple du périscolaire à Paris également. Oui. Ces dernières semaines, il y a une multitude d'exemples où on voit bien que le sentiment que ça donne, c'est que la justice et encore plus largement l'État ne met pas les moyens, ou en tout cas ne sait pas mettre les moyens. Et quand je dis moyens, c'est pas que financier, c'est en termes d'organisation pour protéger nos enfants. Vous reconnaissez bien que la justice ne sait pas mettre les moyens pour protéger les enfants. En tout cas, ça serait mentir aux auditeurs que de dire qu'au regard de ce qui s'est passé ces derniers jours et même ces dernières semaines, que tout est parfait et que tout est bien. Évidemment qu'il y a un problème d'organisation. Et d'ailleurs, ce que dit le garde des Sceaux et ce que nous disons au ministère de la Justice, c'est que vous avez d'un côté probablement la responsabilité individuelle de certains magistrats, de certains gendarmes. On verra ce que diront l'inspection. Et si c'est le cas, ce qu'a dit le ministre, c'est qu'il y aurait des sanctions disciplinaires, en tout cas sur les magistrats, pour ce qui le concerne. Mais à côté de ça, il y a probablement aussi une responsabilité du système qui est défaillant, au-delà des responsabilités individuelles, pour prendre en charge ces dossiers et protéger les enfants. Alors j'entendais bien, moi, Gérald Darmanin, qui a été auditionné au Sénat, j'ai écouté tout ce qu'il a expliqué, raconté, détail par détail, tout le fonctionnement du système judiciaire et comment il explique qu'il a fait une circulaire, que le législateur a fait son travail et qu'après, c'est le travail du législateur qui n'a pas forcément été appliqué. Par les magistrats, peut-être, mais surtout peut-être par les enquêteurs, ceux qui n'ont pas mis en garde à vue. Encore une fois, je m'interroge, moi, lorsque je vois la réalisatrice Andrea Bescon qui a été placée en garde à vue hier soir parce qu'elle a manifesté devant le ministère de la Justice et qu'on voit que le pédocriminel n'a pas été placé en garde à vue. Pardon, mais c'est ce qui choque aussi les Français, Sacha. Et je l'entends que ce parallèle, vous savez, moi j'ai eu d'autres exemples. C'est que j'ai eu par exemple face à moi un agriculteur de la FNSEA qui vient de la région de Auch. Ou bien 6 catholiques qui priaient, on les a mis en garde à vue. Et qui m'a expliqué qu'ils avaient déversé du fumier devant la préfecture de Auch et qu'ils avaient été placés en garde à vue pendant 48 heures. Mettez les pédocriminels en garde à vue, pas les agriculteurs. Ce que vous dites, honnêtement, je le comprends, le ressenti de nos concitoyens, mais je pense que ce qu'il faut que vos auditeurs comprennent, on peut le regretter, mais en tout cas, le mode de fonctionnement fait que vous avez d'un côté les dossiers individuels dans lesquels le ministre de la Justice ne peut pas intervenir. La loi lui interdit de donner des instructions dans un dossier individuel. Demain, vous, moi, nous sommes placés en garde à vue. Le ministre de la Justice, et c'est aussi protecteur pour nous, ne peut pas appeler en disant lever la garde à vue, prolonger la garde à vue. Par contre, ce que peut faire le ministre, et c'est ce qu'il explique depuis plusieurs jours, c'est la pédagogie que nous faisons, il peut donner des instructions de politique pénale générale. C'est de dire telle priorité est celle-ci plutôt qu'une autre. Et la question, c'est est-ce que les priorités, dont les mineurs, a été respectée par un certain nombre de magistrats.